Et si aujourd'hui on parlait d'une émotion, de la peur, non, pas celle des films, pas celle des monstres, mais celle qui vit à l'intérieur de nous, dans notre peau, dans notre cœur, dans nos muscles et qui nous fait frissonner. Et oui les amis, aujourd'hui, en ce jour d'Halloween, live spécial Anatomie de la peur, j'espère que vous allez bien. Joyeux Halloween! Joyeux Halloween à tous! Comment ça va? Bon, faut que je chausse mes lunettes quand même. Terrifiante cette intro, évidemment qu'elle est terrifiante. Aujourd'hui c'est Halloween. J'espère que vous allez bien. Eh bien mes amis, on est y part, hein? Voilà. Aujourd'hui on va disséquer la peur. Cette émotion, on disait donc, c'est une émotion primaire qui est partagée par tous les animaux, ça c'est sûr. Est-ce que, la question c'est, est-ce que c'est aussi partagé par tous les êtres vivants, si on peut dire, cette émotion? Est-ce qu'un virus peut avoir peur? Est-ce qu'une plante peut avoir peur? Sur le plan biologique en tant que tel, la peur c'est une réponse adaptative, c'est une réponse de survie en fait. C'est un programme automatique qui est lancé, qui est vraiment dans notre code génétique de notre espèce. C'est la peur, c'est la réaction qui nous permet de survivre. Voilà, de faire en sorte qu'on ne meure pas, quoi, qu'on survive tout simplement. C'est ça qui va nous permettre en fait de détecter les dangers qu'il y a autour de nous et d'y réagir. Voilà, soit fuir, soit combattre. On peut aussi être figé ou être sidéré. Voilà, c'est les 3 réactions à la peur. La fuite, le combat ou la sidération. Donc la peur, c'est ça, c'est anticiper le danger. De manière physique, symbolique, voilà, c'est des réactions corporelles et émotionnelles pour protéger la vie. Voilà, ça assure notre survie. Donc la question, c'est est-ce que, hors humains et animaux, est-ce qu'on peut aussi avoir une peur chez tous les êtres vivants? Chez les mammifères, donc, et chez les animaux, on va retrouver plein d'analogies, plein de choses similaires au niveau des circuits cérébraux. Donc ça va passer par l'amygdale, l'hypothalamus, le tronc cérébral. C'est des structures dont on a déjà un petit peu commencé à parler. On va en reparler tout à l'heure. On va avoir aussi les mêmes hormones, tout ce qui va être adrénaline, cortisol, voilà les hormones du stress, et des comportements de survie, donc la fuite, l'immobilisation, le grognement, hérissement des poils, etc. Donc ça, c'est partagé par tous les mammifères. Voilà. Mais pour le reste, par exemple, un virus, est-ce qu'un virus, ça a peur? Ça serait bien peur. 1, 2, 3. Ça serait bien pratique en vrai. Si on pouvait faire peur à un virus, genre on le regarde comme ça entre 4 yeux là. Toi là, même pas tu t'approches de moi. Même pas tu t'approches de moi. Au moins, on serait pas dans l'état dans lequel je suis. Hein? On tomberait jamais malade, bon sang, si on pouvait effrayer un virus. Alors, mais eux, ils ne ressentent pas la peur. Voilà, désolé. Sinon, ça se saurait, je crois. Pourquoi? Parce qu'un virus, ça n'a pas de système nerveux, tout simplement. Pas de cerveau et pas de métabolisme propre comme nous. Ce sont des fragments d'informations d'ADN ou d'ARN. Voilà. Entouré d'une coque de protéines. Donc non, ça ne ressent rien, un virus. Tristesse. Ça vit même pas pour de vrai. Un virus, ça a besoin d'un autre être vivant pour vivre. Voilà, ça a besoin d'une cellule hôte pour se reproduire. C'est pour ça qu'on se fait infester par les virus. Donc, ça ressent pas d'émotion. Voilà. Mais par contre, c'est que leur comportement, ça c'est fascinant. La mutation, le camouflage, l'invasion, ça peut imiter un peu des comportements d'êtres vivants intelligents. Enfin, voilà, je m'entends, hein. Mais c'est pas la peur qui provoque ça chez eux. C'est une sorte de programme, en fait. Et les virus, on va dire, c'est une sorte de morceau de code qui se promène dans la nature et qui a besoin de se greffer sur autre chose pour que le code s'exprime et voilà, qu'il puisse vivre, entre guillemets. Et en tout cas, diffuser toute sa malveillance. Voilà. Un peu comme les virus des ordinateurs, c'est pareil. Hein.
Ça va aller se greffer quelque part et là, ça va diffuser toute la malveillance. Mais eux, ils n'ont pas peur. Ils ont peur de rien, d'ailleurs. C'est peut-être ça le problème. Et les plantes, est-ce que les plantes, ça a peur, bon sang? Les plantes, alors, elles vont pas ressentir la peur comme nous. Elles vont avoir un sorte de système d'alerte chimique et électrique. En fait, certaines molécules vont être libérées par les plantes en cas de stress pour prévenir les plantes voisines. On sait que les plantes, ça communique entre elles, par les racines, par des molécules qui vont se libérer dans l'air, etc. Ou des signaux électriques aussi. Voilà, on le sait. Quand une chenille va mordre une feuille, par exemple, la plante va émettre un signal électrique qui va circuler à 1 mm seconde. Et quand même, c'est pas rien, jusqu'aux racines, pour déclencher une défense chimique. C'est lent, certes, mais c'est très efficace. Voilà, c'est une sorte de peur, enfin une sorte d'alerte végétale, mais c'est pas une émotion biologique en tant que telle. Voilà, donc elles vont envoyer des signaux de détresse, une sorte de silencieux comme ça. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut se dire sur tout le panel de choses vivantes qu'il y a sur cette planète. Ben en fait, on est quasiment les seuls, nous, les animaux, à ressentir la peur. La peur, c'est le reflet du vivant. C'est le reflet d'une sorte de conscience de soi-même, une sorte de conscience de la mort en tant que telle. Hein. Voilà, c'est ça qui nous permet de survivre. On est conscient qu'on est mortel, donc la peur est là pour nous rappeler à cette survie, en fait, tout simplement. Voilà, c'est un peu le prix de notre conscience, si on peut dire. Donc, ben voilà, on va voir comment s'exprime cette émotion primaire chez nous. C'est une émotion qui est extrêmement ancienne. C'est ancestral comme émotion. C'est présent donc chez tous les animaux et le rôle vital, ben, c'est la survie. Hop, alors qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? Alors, les acteurs principaux de la peur. On a commencé à en parler. Donc déjà, tout se joue au niveau neurologique. Il y a plusieurs structures qui vont être mises en action quand on a peur. Déjà, il y a l'amygdale. Vous avez sûrement entendu parler déjà de l'amygdale. Alors, est-ce que on va se trouver déjà une planche où on pourrait voir c'est quoi l'amygdale? Je vais prendre directement dans le... Je vais prendre... Alors, MN... Dans l'index... Bon sang, vais-y arriver. Il y a... Non, mais me dites pas qu'il n'y a même pas des ici. Oh, relou. Relou, me dites pas qu'il n'y a pas l'amygdale. Oh purée. Ben non, MN. Alors, on va essayer de se le trouver nous-mêmes. On va essayer de se le trouver nous-mêmes. Hop. Je sais même pas s'il va nous... Est-ce qu'on va se le trouver? Ça venait... Ah là là là. Je vais chercher. Hop. Je cherche ça et je reviens vers vous. Parce que là, si je peux même pas vous montrer... Alors, l'amygdale est profondément ancrée dans la partie du lobe temporal qui est derrière les tempes, à peu près à hauteur des yeux. Ça fait partie du système limbique, qui est notre cerveau émotionnel, à côté de l'hippocampe, de l'hypothalamus et du cortex singulaire. C'est une structure en forme d'amande, d'où le nom amygdale. En grec, ça veut dire amande. Et chaque hémisphère en possède une. Donc, on a 2 amygdales cérébrales. Hein. Voilà. Donc, en fait, si on pointe le doigt au niveau de la tempe, juste derrière les yeux, au niveau du lobe temporal, on va avoir l'amygdale qui est ici, qui est proche de l'hypothalamus.
voilà, et de l'hippocampe. Donc je ne sais pas si on va réussir finalement à avoir des coupes où on va littéralement le voir. Parce que là, on a notre hypophyse. Là, on a des coupes de cervelet. Parce que là, on est au niveau veineux. Là, si, voilà. Là, on voit un petit peu. Attendez, je vais... Si je ne mets pas mon flash... Attendez, je vais essayer de mettre un flash. Peut-être vous verrez mieux. Ah! Ah! Voilà, tout de suite, si on met la lumière. Lumière! Assistant, lumière. Hop. Donc, là, le corps amygdaloïde, enfin bref, vous voyez la zone de l'amygdale, elle serait par ici. Non. Je ne sais pas si on a d'autres endroits sur les planches où on le verrait bien, parce que là, on voit tous les muscles du cou, blablabla. Oh, oh, oh. Et oui, ça, on va le voir après. Tout notre tronc cérébral. Hippocampe. Thalamus. Je cherche s'il y a encore quelque chose. Noyau. Hippocampe, on est d'accord. Interthalamique, noyau. Bon sang, l'amygdale, il ne veut pas nous le montrer. Je cherche. Hippocampe. Alors ça, la mémoire, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a, mais... Hippocampe, ok, bon sang. Alors si on faisait un truc sur la mémoire, on trouverait, hein, et pas de souci. Si on avait ça, on trouverait. Bon voilà, bon, on le voit sur cette coupe en tout cas, c'est au niveau des tempes, derrière les yeux, on a notre amygdale. À quoi ça sert l'amygdale? Pardon. Ça va analyser les sons, tous les signaux sensoriels, sons, images, odeurs. Ça va les comparer à la mémoire émotionnelle, savoir si ce cas de figure, on l'a déjà eu ou pas. Est-ce qu'on reconnaît ces sensations? Est-ce qu'on reconnaît cette odeur? Est-ce qu'on reconnaît ce son? Si l'amygdale, enfin, si cette connexion se fait et qu'il y a une reconnaissance comme quelque chose de dangereux, si vous ressentez une odeur de brûlé, l'amygdale va envoyer, par rapport à la mémoire, tout ça, est-ce que c'est connu, c'est pas connu, est-ce que c'est dans notre bibliothèque? Odeur de brûlé égale danger potentiel. Donc là, ça va tirer la sonnette d'alarme avant même qu'on ait compris quoi que ce soit. Ça va hyper vite. C'est l'amygdale, en fait, qui nous fait sursauter avant même que le cerveau se dise c'est un danger, oui ou non. Vous allez sursauter exactement de la même manière pour quelqu'un qui va claquer une porte de placard que si vous entendez un coup de feu. En fait, il va déjà y avoir une stimulation avant même que notre cerveau puisse intégrer de manière consciente. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc ça va hyper vite. Ça va hyper vite. Ensuite, ça va envoyer des ordres aux autres zones, l'hypothalamus, qui lui va activer le système nerveux sympathique. On en a déjà parlé. Le système nerveux autonome a deux versants. Le système nerveux autonome, c'est celui qu'on ne peut pas contrôler, d'où son nom, autonome. Il a deux versants. Celui qui nous rend un peu, qui donne envie de dormir, qui fait digérer, donc ça c'est celui qui fait baisser globalement, on va dire, notre activité. Et ça c'est le parasympathique. Et on a l'autre versant, le sympathique ou orthosympathique, vous pourrez entendre les deux. C'est celui qui va nous faire réagir, qui va nous mettre en mode fuite ou combat. Voilà, il y a l'autre où on est là en mode on vient de manger, on est capable de rien faire du tout. Et l'autre qui est là en mode c'est par où qu'on s'en va. En gros, c'est ça. Donc, l'amygdale va envoyer à l'hypothalamus qui, lui, va choisir d'activer forcément le système sympathique. Voilà, qui va envoyer l'adrénaline à fond la caisse, qui va accélérer notre rythme cardiaque, notre rythme respiratoire pour être capable de partir à n'importe quel moment, d'être prêt. Voilà. Donc, il va arrêter d'envoyer du sang au niveau du système digestif, des viscères, voilà, les organes digestifs, et ça va
tout envoyer au niveau musculaire pour être prêt, voilà, que nos muscles soient bien oxygénés si on a besoin de fuir ou de combattre. Le tronc cérébral aussi, c'est lui qui va envoyer aussi d'autres informations, toujours pour préparer notre corps à agir, à réagir. Et au cortex préfrontal, donc lui qui est au niveau plutôt front, pour qu'on analyse la situation. Voilà, c'est la partie plus réfléchie, où on se dit « Ah non, ça va, c'est bon, c'était une porte de placard, c'est le volet qui vient de claquer parce qu'il y a la tempête, ok, tout va bien. » C'est ça qui redonne le côté un peu plus conscient, voilà, qui va conscientiser la chose et choisir comment on va vraiment réagir ou pas. Voilà. Notre tronc cérébral, on l'a déjà vu un petit peu quand on a fait les nerfs crâniens. Alors, et voilà. Notre tronc cérébral, c'est ça. C'est juste devant le cervelet. Voilà, c'est en dessous de notre cerveau. Là, on a notre cerveau, notre cervelet et on a notre tronc cérébral. C'est de cet endroit que sortent en grande majorité les nerfs crâniens, dont notamment notre nerf vague, qui est assez célèbre. Voilà. Donc, il y a des informations qui vont transiter au niveau du tronc cérébral. Et on a notre cortex préfrontal. Hop. Voilà. Tout le lobe frontal, c'est celui qu'on a derrière, évidemment, au niveau du front. Voilà. Donc, je ne sais pas exactement, parce que là, on est dans de la super spécialité, hein, forcément. Pardon. J'imagine que le cortex préfrontal est juste avant le cortex frontal. Tout est dans le nom. En général, en anatomie, tout est dans le nom. Voilà, mais c'est pour avoir une petite idée de tout ça, tout simplement. Donc déjà, on sait qu'on a ces structures-là qui sont impliquées. Donc si on résume, ça détecte une menace, ça va comparer tous les stimulus à des souvenirs potentiels d'un danger, ça va déclencher une réaction, une cascade physiologique de la peur avant même qu'on ait conscience de quoi que ce soit, ça va directement enclencher les réactions physiologiques qu'on va voir. Et ça va travailler avec la mémoire émotionnelle. Heureusement, pour enregistrer, dès qu'on a été face à un danger, enregistrer que ça s'est passé comme ça. Donc si ça se reproduit, ça va enregistrer en fait l'événement dans notre banque de données, là, dans notre mémoire, pour qu'on puisse réagir de mieux en mieux, si on peut dire, ou en tout cas plus efficacement à chaque fois aux dangers qui vont être récurrents et revenir plusieurs fois potentiellement. Voilà, ça enregistre l'événement. Et ensuite, l'interaction avec le corps, voilà, ça fait accélérer le cœur, ça dilate les pupilles, ça contracte les muscles, etc., etc. Donc l'amygdale est plus rapide que notre raison. Hein, on l'a vu. D'abord, c'est l'amygdale, direct, on sursaute. Et après, on va se dire, ah, ok, je suis grave, c'est bon, c'était un volet, il y a la tempête, pas de panique, voilà. Donc l'amygdale est plus rapide que la raison. Si on la stimule in vitro, enfin voilà, dans des tests, etc., au niveau électrique, si on choisit de stimuler l'amygdale exprès pour des tests, on va ressentir immédiatement de la peur, sans qu'il se passe rien. Mais voilà, c'est son rôle. C'est son rôle. Et si on la détruit, pareil, bon, c'est pas très fun, hein, mais voilà. Il y a eu des tests qui ont fait que sur certains animaux ou certains patients, il fut un temps, si on détruit cette amygdale, la peur disparaît. Vous imaginez si on vivait sans peur, on n'aurait aucun souci à traverser la route comme ça, sans même se poser aucune question. Enfin, on deviendrait complètement inconscient, quoi. Clairement. On la détruit, la peur disparaît, plus de frissons, plus de sursauts, plus rien, aucune peur face au danger, tout va bien, on pourrait rester là comme ça, face à un ours. Tiens, salut toi, ça va, poteau? Enfin voilà, ça partirait complètement aux cacahuètes, on serait complètement inconscient de la vie. Et chez les personnes hypersensibles, anxieuses ou traumatisées, en cas de stress post-traumatique notamment, voilà, l'amygdale est carrément hyperactive, elle décharge en permanence. Ouais, les gens, ils sont dans une sorte d'hypervigilance qui
Et voilà, avec une hyper sollicitation, une hyper réactivité, c'est un truc de fou. Alors, chez les psychopathes, ou certaines personnes qui méditent énormément, donc vous avez vraiment les deux extrêmes, hein, le meilleur des deux mondes, c'est super. Et même, il peut y avoir un abaissement, voilà, de cette réactivité. Donc, une amygdale qui est beaucoup plus apaisée. Voilà, soit vous êtes un psychopathe, soit vous méditez beaucoup. Choisissez votre camp. Choisissez votre camp, les gars. Voilà, donc ça, c'est pour toutes les structures neurologiques. C'est comment ça se passe dans notre cerveau avec la peur. Voilà. Donc rien qu'on peut avoir des petits tests rigolos, hein, rien que des personnes, si on leur parle d'araignée, ça y est quoi. Certains, ça va pas aller du tout. Avant même qu'on comprenne quoi que ce soit à la phrase, on va sentir cette espèce de sueur froide là, qui va nous traverser. Voilà, c'est l'amygdale qui part au quart de tour. Et il y a un petit fun fact. La peur est tellement une émotion qui est primaire, qui est ancrée dans notre code génétique. Enfin voilà, ça fait vraiment partie de nous, de notre survie, enfin, voilà, l'importance même de la peur. Les personnes qui sont aveugles de naissance, si elles touchent le visage d'une personne qui a l'expression de la frayeur, un visage effrayé, si elles touchent le visage, elles vont pouvoir décrypter que cette personne a peur, alors qu'elles n'ont jamais vu quelqu'un. Elles n'ont jamais vu le visage de quelqu'un qui a peur. Elles n'ont pas cette représentation. Donc c'est vraiment inscrit dans notre code génétique. Cette peur, c'est notre survie, c'est ancré en nous. Voilà, c'est essentiel. Donc même une personne aveugle est capable de détecter si quelqu'un a peur, rien qu'en touchant son visage. Voilà, fun fact. Et justement, si on parlait un petit peu de ces muscles, de l'effroi, comme c'est une émotion primaire qui est partagée par tous les êtres humains de cette planète, il y a des muscles qui sont dédiés à l'expression de la frayeur, de l'effroi, de la peur. De toute façon, vous représentez tous quelle est la forme, voilà, à quoi ressemble un visage de quelqu'un qui est terrorisé. Et bien c'est parce qu'il y a des muscles qui ne sont dédiés qu'à ça et qui sont communs à tous les êtres humains. Alors, déjà, on a notre platysma. On en a déjà parlé. Hop. Hop. Notre platysma, on en avait parlé. Alors, je vais pouvoir le retrouver normalement sur les planches des muscles du cou. Alors la question est... bah oui, non, les muscles de la langue. Ça, c'était un autre stream qui est d'ailleurs disponible. C'est la sortie de hier sur ma chaîne YouTube. Les muscles de la langue, si ça vous intéresse. Plein de trucs à apprendre sur ce muscle extrêmement puissant. Bien qu'il soit tout petit. Alors attendez. Je vais aller ici, ça ira plus vite. Notre platysma, alors il a un nom rigolo. C'est un grand muscle plat. C'est une grande nappe qui va tapisser notre cou. Alors, est-ce qu'ils l'ont mis dans muscle, je pense? Ça va être dans muscle. Hop. Bah oui, forcément. Ça va être... Oh là là, non mais là, vous voyez la tralée de muscles qu'il y a, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Alors. Le platysma, c'est une grande nappe musculaire qui est intégrée à même la peau. En fait, il est dans... Alors, platysma... Ah bah merci, voir platysma. Oh! Bon, j'aurais mieux fait de chercher la platysma direct. Alors, c'est ça que vous me dites? C'est ça que vous me dites? Il est intégré dans la peau. C'est un muscle vraiment particulier qui va permettre de tendre, en fait, notre... allez là. De tendre notre peau. 26-28
31, attendez, on ne sait jamais. 26, 28 déjà et 31. Let's go. Alors là, on ne le voit pas trop. Ah voilà. Là, on le voit un petit peu. En fait, il est là, il est partiellement réséqué, notre platysma. En fait, vous voyez, c'est cette grande nappe là. Là, ils l'ont enlevé, ils l'ont découpé. Mais c'est une grande nappe qui va recouvrir et qui est intégrée comme ça dans la peau du cou. Alors, 31. Là, c'est pareil, on le voit un petit peu. Ce petit morceau de viande là. Normalement, il est là, il tapisse comme ça. Il tapisse tout l'avant du cou. Est-ce qu'il y a un endroit où on le voit un peu mieux? 35. Est-ce que c'est mieux 35? Est-ce qu'on le voit en complet au moins une fois? Non. 35, non, là c'est dans les coupes. Et 123, ça dit quoi 123? Ouais, mais là on le voit aussi. C'est cette nappe là qui est ici. Et en fait, il faudrait que... Attendez, il faudrait que je baisse un peu. Attendez, je vais essayer de mettre mon retour pour que vous voyez bien. En fait, le platysma, il couvre en fait les clavicules. Il va un peu sur la région pectorale. Et en fait, pour le voir, il faut que vous comment je pourrais dire? Vous faites, c'est pas très glam, mais vous faites comme ça. Voilà, vous faites ce mouvement-là. Vous aspirez de l'air à travers vos dents, là. Vous faites comme ça. Et vous allez le voir. Je vais me rapprocher un petit peu de vous pour que vous voyez bien. Vous faites ça. Et en fait, là, vous allez voir, ça va tendre en fait toute la peau du cou comme ça. Et quand vous avez peur, bah, vous faites... Souvent, vous faites comme ça. Et là, on va le voir. En fait, le platysma qui va s'activer. Donc ça, c'est un des muscles de l'expression de la frayeur, de l'effroi. Le platysma, donc cette grande nappe musculaire qui va tendre la peau du cou comme ça. Voilà, c'est le rôle de ce muscle. Je vais regarder si on le voit un petit peu mieux sur les planches qu'on a fait sur les muscles de la mimique. Hop, qui est aussi normalement... Oui, celle-là, c'était celle de la semaine dernière. Qui est disponible sur YouTube. Sur ma chaîne, Caro_stream. Alors, les muscles de la mimique. Mastication, voilà. Là, on le voit bien, notre platysma. Il est là. Vous voyez, il tapisse, il va jusqu'au niveau pectoral. Il va jusqu'au niveau claviculaire, à la base de l'épaule, là. Voilà. Ça, c'est notre platysma. Donc, fascia superficielle des régions deltoïdiennes et pectorales. Hein. Donc, deltoïde, c'est le muscle du galbe de l'épaule, le V, là, qu'on a, là, qui fait le galbe de l'épaule. Ça, c'est le deltoïde. Donc, il va s'insérer sur tout ce fascia deltoïdien et pectoral. Bon, pectoral, on ne présente plus, hein, c'est au niveau pectoral, tout le monde le sait. Et il va jusqu'à la mandibule, la peau de la joue, l'angle de la bouche aussi. Vous voyez, il permet de tirer comme ça. Il va tirer l'angle de la bouche. Il va tirer la mandibule. Il va tirer la peau. Et il va aussi jusqu'au muscle orbiculaire. Donc, celui qui fait le tour de la bouche. En 5, ici. Donc, il abaisse la mandibule. Il tend la peau de la partie inférieure du visage et du cou. C'est lui qui nous rend un peu tendus. Hein. Quand on dit t'es tendu... Ah, vous pourriez dire à quelqu'un, détends-toi un peu le platysma là, enfin. T'as l'air tendu. Ben voilà, c'est le platysma. T'as l'air tendu. Enfin, faut se détendre. Donc ça, c'est le platysma, un des muscles de l'expression de la frayeur. Alors, d'ailleurs, notre visage, forcément, c'est vrai que je commence même pas par le début. Le visage, il bouge. C'est le miroir même de nos émotions, notre visage.
Voilà. Donc, l'amygdale va activer notre système nerveux autonome et qui va envoyer les signaux aux muscles de la mimique, notamment par le nerf 7, le nerf facial. Hein. On revoit, tronc cérébral, c'est le départ, hein, on en reparle, c'est le départ des nerfs crâniens. Nerf facial, le 7. Donc, on se refait la boucle, l'amygdale, ça envoie au tronc cérébral qui envoie directement des infos aux muscles de la mimique. Voilà. Donc, ça va être le reflet de l'émotion qu'on va ressentir. La joie, évidemment, toutes les émotions primaires, hein, la joie, la peur, le dégoût, grâce notamment au nerf 7. Donc, résultat, nos muscles s'activent selon un pattern, donc selon un motif qui est universel au monde entier. N'importe quelle ethnie, n'importe quelle tribu, n'importe quelle nationalité, peu importe, tout le monde exprime les émotions primaires de la même manière. Ce n'est pas social, ce n'est pas culturel. Voilà, c'est ça que je veux dire par là. Donc, les muscles principaux, on a vu notre platysma, hein, qui va tendre la peau du cou. Donc, on est tendu d'effroi, hein, voilà. On a les muscles masséters ou les muscles temporaux qui peuvent aussi se contracter si c'est combiné à de la colère. Voilà, souvent quand on est en colère, c'est là où on va serrer les mâchoires. Mais si on est en état de surprise ou de sidération, bah, ils vont se relâcher. Vous ne pouvez pas faire comme ça et serrer la mâchoire. Donc en fait, ils vont soit s'activer si c'est combiné à de la colère, ils vont se relâcher si c'est en situation vraiment de surprise ou de grand effroi ou de sidération. Ensuite, on a aussi l'activation des muscles au niveau de tout ce qui est les yeux. Parce que forcément, quand on a peur, on a une expressivité qui est bien propre aussi au niveau de nos yeux, de nos orbites, grâce à d'autres muscles qui vont lever la paupière, hein, l'élévateur de la paupière supérieure. Vous voyez bien que quand on a peur, on a les yeux qui s'écarquillent. Donc forcément, notre paupière supérieure remonte. Notre partie orbitaire peut aussi se contracter pour accentuer parfois le contour du regard. Mais en général, le muscle orbiculaire de l'œil, c'est celui qui permet de plisser. Voilà, quand on sourit, vous voyez, c'est lui qui va nous faire plisser les yeux. Donc en cas de peur, il ne s'active pas beaucoup celui-là. Et on a surtout au niveau des yeux une mydriase. Le myosis et la mydriase, c'est le nom scientifique pour les mouvements de la pupille, d'avoir la pupille qui se dilate ou qui se contracte. Donc la mydriase, c'est réflexe, c'est autonome. On ne choisit pas d'avoir la pupille qui se contracte ou qui se dilate. C'est autonome, c'est réflexe. La pupille va se dilater, donc on va être en mydriase. En général, quand on a peur, vous voyez, on a les yeux qui deviennent un peu plus noirs. Donc la pupille va se dilater grâce aux muscles dilatateurs de l'iris qui sont contrôlés donc par le système sympathique, notre système autonome de fuite ou de combat. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui fait la couleur de nos yeux, c'est des muscles. Ce sont des muscles qui donnent la couleur de notre iris. Et c'est eux qui vont choisir de se contracter, de se relâcher pour modifier l'ouverture de notre sorte de diaphragme naturel, hein, si on compare ça à un appareil photo, voilà, pour faire rentrer plus ou moins de lumière, plus ou moins d'informations. Voilà, ça c'est réflexe, on ne le contrôle pas. Le but c'est de capter le plus d'infos visuelles possible. Voilà, d'élargir notre vision périphérique aussi pour capter s'il y a des dangers qui arrivent de droite, de gauche. Voilà, on est en mode vigilance maximale. En mode radar, quoi. Alors, blablabla. On a aussi, si on continue à monter, on a notre front qui va aussi s'activer. En général, on a les sourcils levés. Hein. Quand on a peur, on est rarement comme ça. Hein. Ouh, j'ai peur, dis donc. Non, en général, on a les sourcils qui se lèvent grâce au muscle frontal. Voilà. D'ailleurs, vous pourrez aussi voir dans ma rediff que
certaines personnes ne peuvent lever qu'un seul côté. Bon, en cas de peur, on lève les 2 sourcils. Quand on n'enlève qu'un seul, c'est en général quand on est un peu dubitatif ou en cas de surprise. Voilà. Là, en cas de peur, les 2 sourcils vont se lever. Et on peut avoir aussi une contraction entre les deux sourcils. Quand on est, en fait, ça va plisser la racine du nez. En fait, le muscle procérus va contracter la racine du nez. C'est celui-là, là, il n'est pas colorié sur cette planche parce qu'ils ont simplifié au maximum. Le procérus, il va en fait froncer un tout petit peu la racine du nez quand on est un peu inquiet. Vous voyez, quand on s'inquiète pour quelqu'un, on a le procérus là qui va se contracter. Souvent, voilà, on va faire cette expression-là et on va avoir les 2 sourcils là qui vont légèrement se rapprocher. Donc c'est pas la peur, l'effroi en tant que tel, mais quand on s'inquiète, c'est une sorte d'inquiétude, vous voyez, on va avoir contraction de la racine du nez, voilà, par ces 2 petits muscles qui sont là, les 2 procérus. Ça accentue l'expression d'être un peu tendu, d'être inquiet, préoccupé, voilà, qui fait aussi partie de la peur, bien évidemment, mais pas l'effroi en tant que tel. Ça, donc notre front, nos yeux, notre bouche, voilà, la mâchoire, le cou, mais on a aussi le nez et la bouche qui vont se modifier. On a les narines, en général, qui vont se dilater pour laisser passer plus d'air, pour pouvoir courir, fuir, combattre. On a besoin de faire rentrer plus d'oxygène. Donc, on dilate déjà les narines. On peut avoir légèrement la pointe du nez qui peut s'abaisser aussi. On peut avoir l'élévateur de la lèvre qui va montrer les dents. Voilà. Ça peut aussi se combiner. La peur, forcément, si c'est face à un danger extérieur ou quelqu'un qu'on pourrait combattre, qu'on a en tout cas envie d'effrayer, ça peut se combiner à des attitudes d'intimidation. Notamment chez les mammifères, on le voit beaucoup, chez les chiens en particulier, ils vont retrousser les babines pour montrer leurs dents. Donc voilà, il y a aussi ce phénomène-là. Quand on a peur, on peut aussi avoir envie de paraître agressif pour effrayer et pas avoir à combattre. Donc essayer de faire fuir son adversaire, voilà, entre guillemets. Voilà, donc c'est un mécanisme de défense. Donc on va avoir les muscles qui vont ouvrir les narines, ouvrir la bouche, montrer les dents, tirer les commissures aussi vers le bas, on l'a vu. Quand on a peur, en général, on a plutôt la bouche qui va se déformer vers le bas. Voilà. Et on peut avoir les muscles forcément qui vont ouvrir grand la bouche. Quand on a envie de crier, forcément, on va ouvrir la bouche. Voilà, donc tous ces différents muscles vont s'activer autour du nez et de la bouche en cas de peur ou si on veut paraître effrayant, si on veut dissuader, on dira ça comme ça. Et pour tout le reste du corps, oui, quand on a peur, ça nous traverse en entier. Évidemment, notre visage est le reflet de cette expression, mais la peur, on la sent se diffuser partout. Donc on peut avoir les épaules qui vont se crisper, se lever. On va avoir la respiration qui va devenir plus haute, moins calme avec tout ce qui est diaphragme. Voilà le muscle principal de la respiration. On va activer tous les muscles accessoires qui sont en général beaucoup plus hauts. Voilà, donc on va avoir une respiration qui va s'activer au niveau du cou, notamment avec les scalènes, etc. Donc plein d'autres muscles. On a une respiration qui devient un peu plus tendue et qui va prendre plus d'ampleur. Ça va activer, ça va rameuter vraiment tout le quartier, quoi. Et on va avoir les poils qui s'hérissent. On peut ressentir des frissons. Le frisson, voilà, on a un petit peu perdu l'utilité initiale du frisson,
Mais chez les animaux, vous commencez à le comprendre, eux, ils vont essayer, comme on l'a dit, de paraître plus effrayants pour essayer de faire fuir et pas avoir à combattre. Donc, ils vont essayer d'intimider. Donc, en général, les mammifères, on le voit chez les chats, chez les chiens, ils vont gonfler, ils vont essayer de gonfler leurs poils pour essayer de paraître plus volumineux, plus imposants. Et en fait, le frisson, c'est ça. Le frisson, c'est ça. Nous, vu qu'on a perdu une grande partie de notre pilosité, eh ben, on paraît pas beaucoup plus effrayant quand on frissonne. Désolée de vous décevoir, mais nous, on a perdu complètement cette utilité-là, puisqu'on est devenu finalement le super prédateur. Donc, on n'a plus personne qui nous chasse, on n'a plus personne à intimider. Donc, on a complètement perdu cet aspect-là, plus aucune utilité d'avoir des poils de partout sur le corps. En plus, on n'a plus besoin de lutter autant au froid, etc. Donc en fait, bref, on a perdu tout ce volet-là pour plein de raisons. Donc, le frisson, on le ressent, on sent cette espèce de sueur froide là qui va nous traverser le corps grâce aux muscles érecteurs du poil. Voilà. Attendez, j'ai un doute. Érecteur ou arrecteur? J'ai un doute. Je cherche. J'ai un doute tout d'un coup. Que je vous enduise pas d'erreur. Ah, c'est arrecteur. C'est bien ce qui me semblait. Ah, parce que ça vient du latin arrectus, qui veut dire redresser, mettre droit. Voilà. Et donc, le muscle s'appelle littéralement le musculus arrector pili. C'est le muscle redresseur des poils. Donc, c'est les muscles arrecteurs. C'est bien ce qui me semblait. En le disant, je me suis dit, non, c'est pas ça. Voilà. Les érecteurs, c'est pour le rachis. Mais oui, mais oui. Voilà. Voilà pourquoi. Je parle plus souvent des érecteurs du rachis que des érecteurs du poil. Voilà. Mais je me disais bien qu'en le disant, c'est pas ça. C'est pas comme ça que je l'ai appris. Voilà. Donc, pour le reste du corps, on va avoir les épaules qui se contractent, la respiration qui va devenir aussi plus haute et qui va impliquer tous les respirateurs accessoires. Et on va avoir des frissons qui initialement sont faits pour nous faire paraître plus volumineux. Voilà. Et intimider notre adversaire. Tac. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'arrecteur du poil? Ce sont des minuscules muscles lisses, donc involontaires. On ne choisit pas de frissonner, hein, évidemment. Ils sont incontrôlables, enfin pas contrôlables consciemment. Voilà. Quand ils se contractent, ils vont tirer le follicule vers le haut et le poil va donc se dresser. Ils vont aussi comprimer la glande sébacée qui va sécréter plus, enfin ça va libérer plus de sébum au niveau de la peau. Voilà. Vous pourrez briller en société au prochain dîner de famille. Et donc pourquoi, hein, on en revient à dire pourquoi on a cet arrecteur du poil qui se met en marche sous l'effet, on va le voir, du système nerveux sympathique qui va envoyer un tas d'hormones, notamment adrénaline et noradrénaline. Le réflexe, voilà, va se mettre en route. On a la chair de poule ou un frisson qui va s'enclencher. Voilà, chez nos ancêtres poilus, ça servait à paraître plus gros et à conserver plus de chaleur aussi grâce au fait qu'on se gonfle d'air, l'air étant en isolant. Voilà, le fait d'avoir plus d'air dans la fourrure, ça gardait plus de chaleur. Aujourd'hui, ça ne nous sert plus à grand-chose. Voilà. Mais ce réflexe est toujours là, preuve de notre vestige. Enfin voilà, c'est un vestige d'une vie ancestrale. Voilà. On a plein de choses comme ça. Le coccyx aussi est un reliquat de notre vie ancestrale où nous avions autrefois une queue. Il y a plein de petites choses comme ça qui persistent encore, mais dont on n'a plus grande utilité. C'est des souvenirs de nos ancêtres. Voilà. Disons que le frisson, c'est un peu une sorte de fantôme de notre fourrure que nous n'avons plus. Voilà, ça reste encore un instinct primitif qui ressurgit à chaque fois qu'on a peur. Et d'ailleurs, pourquoi on frissonne aussi alors de plaisir en tant que tel? Quand on a
un truc qui nous plaît, une chanson, quelqu'un voilà, qui fait une caresse qui nous plaît. Pourquoi on a aussi la peur et le plaisir d'un autre côté? Ça, attends, ça, je sais. Du coup, j'ai cette question qui me vient. Pourquoi on frissonne de plaisir alors? Quand on frissonne de plaisir, émotion intense, musique, caresse, etc., film, c'est une réaction du système autonome, toujours, hein, puisqu'on ne peut toujours pas contrôler le frisson. Et c'est, donc la branche sympathique, on est d'accord, c'est la même qui s'active, que ce soit pour la peur ou le plaisir. Le corps va libérer une décharge d'adrénaline et de dopamine. L'adrénaline, qui est l'hormone de l'éveil, stimule les muscles arrêteurs des poils. Petits muscles minuscules à la base de chaque poil, ça on est d'accord. La dopamine, qui elle est liée au plaisir et à la récompense, va créer un mélange à la fois d'excitation et de bien-être. Voilà. L'activation du système limbique, qui est le siège de nos émotions, notamment l'amygdale, voilà, on revient toujours à cette fameuse amygdale, et le noyau accumbens, vient amplifier la sensation. Donc, en résumé, le plaisir, enfin le frisson de plaisir, c'est une décharge émotionnelle. C'est le corps qui dit qu'on est touché profondément par une émotion, et ça va être manifesté par un frisson. Voilà. Le frisson auditif, là, les chills, là, les moments plus spirituels, quelque chose qui nous touche, la beauté, voilà, le contact de la peau, c'est probablement un héritage évolutif d'un réflexe de peur. Voilà, ce même mécanisme s'active aussi pour exprimer une intensité émotionnelle, quelle qu'elle soit, mais pas forcément dans un contexte menaçant. Voilà. Voilà pourquoi on frissonne aussi de plaisir. C'est un mélange à la fois d'adrénaline et de dopamine qui fait qu'on a cette espèce de mélange en fait, ça devient une sorte d'excitation, quoi. C'est l'adrénaline et le plaisir en même temps. Du coup, on est oula. Voilà, ça donne le frisson aussi. Hop. Et bien justement, est-ce qu'on ne parlerait pas de ces fameuses hormones? De ces fameuses hormones, puisqu'on a commencé à en parler. Donc là, on refait un petit point. Le corps et la peur. Il y a un mélange donc d'électricité, de chimie, de mécanique, il y a plein de choses qui se mettent en marche. Donc on a nos pupilles qui se dilatent, notre respiration qui s'accélère, la chair de poule, on va avoir les hormones donc, qui vont se libérer, on va voir que ça va encore engendrer d'autres réactions. Surtout, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous m'interrompre à chaque moment, hein. S'il y a des questions, des trucs, ah, ça me fait penser à ça, machin, il faut me le dire, hein. Au contraire, hein. Au contraire. Il faut que ce soit aussi interactif pour vous et le moment de poser des questions avec grand, grand plaisir, hein. Même moi, j'adore apprendre des trucs, alors il faut y aller. Attendez. Du coup, voilà, on va se faire les hormones. Juste, j'en profite. Je coupe mon micro 2 secondes, juste, je vais moucher. Voilà. Et voilà, je vous ai épargné un concert de trompette incroyable. Quel dommage. Quel dommage, je suis sûre que vous aurez kiffé. Tac. Donc, les hormones de la peur. On va commencer à en parler un petit peu. Quand notre cerveau il perçoit un danger, qu'il soit réel ou imaginaire, d'ailleurs, parce que on l'oublie souvent, mais le cerveau traite l'imaginaire et le réel quasiment de la même manière, hein. Il a du mal à faire la différence entre les deux. D'où l'intérêt de faire beaucoup de visualisation. Les sportifs s'en servent énormément. Ils se visualisent
dans leur tête, ils répètent le mouvement, le truc, enfin voilà, qu'ils veulent réussir, le truc qui se passe bien, etc., pour conditionner leur corps à le faire le moment venu. Donc sachez que le cerveau traite le réel et l'imaginaire de la même manière. Voilà, ça peut servir. Et donc en cas de peur, bah, c'est pareil. Si on imagine qu'on a peur, si on est stressé H24, notre cerveau, il pense vraiment, enfin il va faire comme si réellement il se passait un truc. Donc on va être baigné de cortisol, on va être baigné d'adrénaline tout le temps. Donc ça va induire un stress chronique qui va être délétère pour notre corps. Ça va fatiguer notre cœur. Enfin bref, ça va créer un terrain pro-inflammatoire avec le cortisol. Enfin voilà, le stress chronique. Donc les personnes qui se sentent stressées en permanence, mon meilleur conseil, alors on fait tous comme on peut, hein, bien évidemment, mais trouvez le plus possible des moyens pour faire baisser votre seuil de stress, que ce soit un loisir, un sport, aller marcher, aller dans la nature, être au contact des animaux, méditer, enfin voilà. Mais le plus possible, essayez de trouver des fenêtres de bien-être pour éviter d'être dans ce bain hormonal de peur en permanence. Parce que ça fatigue énormément notre corps. On n'est pas fait pour ça. Voilà, c'est censé être quelque chose de ponctuel. Voilà, on réagit à un stress, après, ça s'arrête. Mais le fait d'y être tout le temps, ça épuise le corps. Alors, quand le cerveau il perçoit un danger donc réel ou imaginaire, l'amygdale va être donc la première à s'activer, c'est ce qu'on a vu. Ça va déclencher une alarme qui va propager les hormones. Voilà, ça va aller jusqu'à l'hypothalamus, l'hypophyse et aux glandes surrénales. Alors, c'est ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, l'axe HHS. Voilà. Sachez-le, c'est une réaction en cascade, en fait. C'est un organe qui va activer un autre organe, qui va activer un autre organe, etc. etc. Notre hypophyse, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu sur d'autres planches. Elle est là. C'est la petite glande là, qu'il y a dans notre selle turcique. Là, au niveau de notre crâne, là, dans notre sphénoïde notamment. Voilà. Elle est là, notre petite hypophyse. Donc, notre hypothalamus va aller activer notre hypophyse, qui va envoyer des hormones, qui va activer nos glandes surrénales. Les surrénales, alors, est-ce que je vais réussir à trouver... Est-ce que je vais réussir à trouver ça, moi? Oui. Voilà, là on a nos reins, en forme de gros haricots là. Les surrénales, c'est des glandes qui sont posées sur les reins. Tout est dans le nom, surrénales. Voilà. C'est ça les surrénales. Et elles sont là pour sécréter des hormones, notamment. Voilà. Là c'est une image de l'abdomen, donc on voit notamment l'aorte abdominale. Voilà. Pardon. Donc, l'hormone la plus connue, vous avez tous déjà entendu parler de l'adrénaline ou épinéphrine dans certaines séries médicales. Oui, ils ont 2 mg d'épinéphrine. Voilà, donc en gros, ils vont injecter de l'adrénaline. Son origine, c'est la médulo-surrénale. C'est le cœur, médula. Ça, on l'a dit aussi sur un autre live, médula, c'est la moelle, c'est le cœur. Médula, ça veut dire le cœur de quelque chose là, la moelle quoi. Donc à l'intérieur de ces glandes surrénales, il y a la médulo-surrénale. Et c'est là où est sécrétée l'adrénaline. Et c'est instant. C'est dès qu'elle reçoit l'information, c'est sécrété instantanément. Son effet à l'adrénaline, ça va accélérer le rythme cardiaque. Ça va dilater les bronches, forcément pour augmenter. En fait, tout ça, c'est juste fait pour être prêt à combattre ou à fuir. Donc, le cœur va s'accélérer pour envoyer plus de sang. Les bronches vont se dilater pour apporter plus d'oxygène au sang. Ça va augmenter, ça va faire monter la glycémie. Donc, ça va donner des pics glycémiques pour que les muscles aient plus de sucre pour pouvoir fonctionner. Ça va dilater les pupilles. Et ça va
baisser, ça va ralentir la digestion. Aucun intérêt d'être là en mode oh, vas-y, j'ai mangé une raclette et tout, pas le temps, le lion, on verra plus tard. Voilà. Aucun intérêt. Donc, ça va rapatrier tout le sang vers là où c'est utile. La digestion, on verra plus tard, on s'en fiche. Là, l'essentiel, c'est de se carapater. Donc, voilà, ça réduit la digestion. Donc, imaginez quand vous êtes dans un bain permanent d'adrénaline parce que vous êtes stressé tout le temps. Eh bien, vous avez la glycémie qui est toujours à fond, là. Vous avez le cœur qui est toujours à fond. La respiration qui est toujours à fond. La digestion qui fonctionne mal. Enfin, voilà, on n'est pas fait pour être comme ça H24. C'est juste fait pour être là de manière ponctuelle, pour répondre à quelque chose, mais après, il faut que ça s'apaise. Sinon, c'est pas tenable dans la durée, c'est pas possible. Donc, ensuite, on a adrénaline, mais on a aussi la noradrénaline. NOR, noradrénaline, ou norépinéphrine. Son origine, c'est aussi les surrénales et certains neurones de notre système parasympathique, parce que forcément, l'information va circuler dans nos nerfs parasympathiques, là, par l'intermédiaire aussi des neurones. Les neurones, ils peuvent sécréter des neurotransmetteurs. Voilà, pour transmettre l'information, il y a des neurotransmetteurs, c'est des molécules chimiques. Voilà, et la noradrénaline en fait partie. Son rôle, c'est de maintenir l'état de vigilance, de concentration et de tonus musculaire. Rien qu'en lisant cette phrase, vous avez aussi compris la problématique du stress chronique. On est en hypervigilance, on est tendu et on est focus, on est concentré, on est des fois obnubilé par des choses, on n'arrive pas à s'en défaire. Donc, encore une fois, j'enfonce le clou, mais trouvez le plus possible des moyens, des fenêtres pour vous libérer du stress chronique, parce que vraiment, vraiment, ça fatigue le corps, Ça nous donne un état d'hypervigilance, on digère mal, le cœur il s'emballe, on est tendu, enfin, c'est juste pas possible. On peut pas être comme ça tout le temps. Elle vient compléter, donc la noradrénaline complète l'adrénaline, et elle va agir sur un temps plus long en plus. Donc imaginez, c'est une hormone qui agit encore plus longtemps. Donc on est encore plus baigné de stress plus longtemps. Voilà. Donc c'est la version un peu plus cérébrale, puisque c'est une hormone qui circule dans les neurones. Voilà. C'est une hormone un peu plus neurologique. Voilà, on dira ça comme ça. Et après, on a le cortisol. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la cortisone en médicament. Voilà, le cortisol, c'est une hormone qui est aussi sécrétée par les surrénales, mais par le cortex, par le corps, enfin c'est par le tour de la surrénale. C'est une hormone cortico-surrénalienne. Voilà, c'est pour la culture. Elle va agir quelques minutes après le début, mais elle dure plus longtemps. Donc en fait, vous voyez, en termes de durée, on a une adrénaline qui arrive direct, bam, décharge d'adrénaline. Ensuite, on a la noradrénaline qui arrive et qui va se diffuser plus longtemps. Et à un délai plus lointain, le cortisol va s'activer et lui, ça va perdurer longtemps. Donc ça aussi, c'est pas cool. C'est pas cool. Le moins on sécrète de cortisol de manière chronique, voilà, le mieux c'est. Parce que ça augmente la glycémie de manière durable. Le cortisol, ça va aussi créer des pics de glycémie, donc ça va décharger du sucre dans votre sang. Ça va inhiber le système immunitaire. Donc en fait, ça va inhiber tout ce qui n'est pas vital à l'instant T. Donc ça va baisser toute l'activité de reproduction. Donc les organes reproducteurs, ça va être baissé en termes d'activité. Ça va baisser les viscères, aussi l'activité des viscères digestifs. C'est ce qu'on disait, tout ce qu'il n'y a pas besoin pour fuir. Quand on veut fuir, c'est pas le moment d'essayer de se reproduire et c'est pas le moment de digérer sa raclette non plus. Là, le but, c'est de tirer vite fait. Donc,
le cortisol, il va tout mettre au repos et aussi l'immunité. Désolé, on combattra les virus un peu plus tard, c'est pas grave. Là, il faut survivre maintenant. Le virus, on le combattra dans 2 heures. Donc, ça va baisser en fait plein de fonctions vitales, le cortisol, pour être prêt à réagir maintenant. Voilà, ça va aider à tenir cet état un peu plus longtemps dans la durée. Donc, on a l'adrénaline qui est là pour le instant et le cortisol va être là pour faire perdurer cet état si on a à fuir un petit moment. Voilà, donc ça maintient l'état comment je peux dire, de quiescence des autres fonctions pour être sûr qu'on peut tenir cette fuite dans la durée ou ce combat dans la durée. Donc ça aide, voilà, ça va aider à tenir dans la durée puisque c'est elle qui diffuse le plus longtemps. Donc c'est l'hormone du stress prolongé. C'est l'hormone du stress prolongé, l'hormone de résistance, hein, entre guillemets. Voilà. Donc, vous voyez là encore tous les effets délétères du stress chronique. Quand on est stressé tous les jours, le cortisol ne s'en va jamais. Le cortisol ne s'en va jamais. En plus, c'est lui qui diffuse le plus longtemps. Donc, imaginez, tous les jours, vous vous remettez une dose de cortisol. Donc, voilà, vous allez avoir une baisse de l'immunité. Si vous êtes stressé tout le temps, vous allez choper toutes les merdouilles qui passent. Tous les virus, ils vont être pour vous. Vous allez mal digérer. Le système reproductif, pareil, dans le sac. Donc, je renfonce le clou. Trouvez-vous des fenêtres pour vous déstresser. Voilà. Même si c'est pas grand-chose, c'est pas grave. Tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre, ok? Voilà. Et on a aussi, alors là c'est bizarre qu'ils n'en parlent pas, mais le cortisol, c'est pour ça qu'il y a un médicament aussi, c'est une hormone anti-inflammatoire et antidouleur naturelle. Le cortisol, c'est notre antidouleur naturelle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a certaines douleurs qui vont vous réveiller la nuit. C'est typique des douleurs inflammatoires. Ça réveille vers 3 heures du matin, 2-4 heures là. C'est là où le cortisol est le plus faible. C'est le moment où on a une baisse de sécrétion du cortisol de manière naturelle. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Donc, notre antidouleur et notre anti-inflammatoire naturel est au plus bas. Donc, la douleur remonte en flèche. Et des fois, c'est là qu'on a les douleurs qui vont nous réveiller en pleine nuit, qui sont insomniantes. Voilà, c'est par ce phénomène-là. C'est la baisse du cortisol la nuit. Voilà. C'est un frein inflammatoire naturel, le cortisol. Alors, donc c'est d'ailleurs, le cortisol est une hormone stéroïdienne. Voilà, sachez-le. Donc sécrétée par la surrénale, on l'a vu. C'est un régulateur de la réponse immunitaire. Voilà. Quand on se blesse ou qu'on est en danger, le système immunitaire va déclencher de l'inflammation, la chaleur, le gonflement, la douleur. Et le cortisol va freiner l'inflammation pour éviter que le corps ne s'emballe. Donc ça vient baisser toute cette partie immunitaire, là, cette réaction. On a moins de substances inflammatoires, moins de douleurs. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise en médecine des dérivés de cortisone, des corticoïdes. Voilà, qui sont des anti-inflammatoires très puissants. C'est pas le même effet que les endorphines. Les endorphines, c'est aussi d'autres antidouleurs naturelles. Voilà. Les endorphines, vous entendez rien qu'à leur nom, c'est comme morphine. Elles vont avoir une action sur les récepteurs morphiniques du cerveau et vont couper la transmission de la douleur au niveau du cerveau. Donc, ce n'est pas le même mécanisme d'action. Il y en a une qui va aller baisser l'inflammation au niveau local et d'autres qui va couper l'effet de la douleur dans le cerveau. Voilà. Vous avez deux antidouleurs naturelles, là, les endorphines et le cortisol. Vous vous coucherez moins bête. Vous vous coucherez moins bête. On a d'autres petites hormones aussi quand on a peur. La dopamine va quand même être là. Parce que la dopamine,
c'est l'hormone de la récompense, c'est l'hormone de la motivation, on est trop content, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que parfois, on peut être un peu addict aux jeux, comment je pourrais dire, aux jeux tout court, aux jeux d'argent, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, enfin voilà, ce genre de trucs, parce que ça active notre circuit de la dopamine, notre circuit de la récompense. On est trop content. On est tout le temps content. Du coup, on a envie d'être tout le temps content. C'est trop bien, d'être trop heureux. Donc, on a toujours envie de perpétuer cet état de motivation, de récompense et tout. Donc, il faut y faire hyper attention. Soyez très, 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 très vigilants à cette boucle-là qui est naturelle dans notre cerveau et qui nous brain un peu, c'est le cas de le dire. Donc, il y a d'autres messagers comme ça. La dopamine va venir pour nous motiver. Genre, allez, vas-y, go, gars, il faut fuir, let's go. Donc, ça va nous motiver. Ouais, il va falloir qu'on tatane quelqu'un, let's go. Donc, on a quand même un petit peu de dopamine qui va être sécrétée. La sérotonine va moduler la peur et l'anxiété, voilà, pour éviter d'avoir des réactions de panique. Et l'ocytocine est parfois sécrétée après la peur pour recréer du calme et du lien social. Voilà. Et c'est ça qui crée ce besoin d'être réconforté. Quand ça va pas, on n'a qu'une envie, c'est de trouver quelqu'un, de débriefer un peu, là, de lâcher tout ce qu'on a à lâcher. Et ce besoin social, voilà, c'est l'ocytocine qui crée... voilà, c'est cette hormone qui est liée à cette sensation. Et d'ailleurs, l'ocytocine, petit fun fact, c'est pas un fun fact d'ailleurs, c'est physiologique, mais c'est cette hormone-là qui induit les contractions de l'utérus. Voilà, c'est l'ocytocine. Quand on déclenche un accouchement, on injecte de l'ocytocine. Voilà. La méthamphétamine. Tu as eu un cours sur le système de la récompense. Ah, le système de la récompense, c'est tout un truc. Hein. On pourrait faire aussi un live là-dessus, hein, parce qu'il y a plein de choses à se dire. Hein. Sur la récompense, c'est dur de lutter contre. Il faut être hyper vigilant à ça parce que... Bref, ça peut nous brain complètement. Ouais, c'est pour ça que les réseaux et TikTok, c'est un truc de fou. Ça stimule notre système de la récompense. On est baigné de dopamine tout le temps et on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Parce qu'on est trop bien. Notre cerveau, il a envie. On veut tout le temps scroller, on veut scroller. Et il faut faire hyper gaffe parce que ça happe complètement notre attention. On est dans une économie en fait de l'attention. C'est un modèle économique pour gagner de l'argent. C'est de retenir l'attention des gens. Donc, c'est des voleurs de temps. Donc, méfiez-vous. C'est des voleurs de temps. Et ça nous rend complètement addict à... C'est une nouvelle addiction, en fait. On est addict à la dopamine. On a toujours envie d'être bien. On a toujours envie d'être bien. Et on supporte moins la frustration. On a moins de motivation. Enfin, on a toujours envie d'être là-dedans parce que c'est trop bien. Donc, faut vraiment, vraiment faire gaffe. Ah ouais, c'est un truc de fou. La méthamphétamine. C'est quoi la méthamphétamine? C'est ça que tu veux savoir, diront? Alors, méthamphétamine. Bonjour Breaking Bad. C'est une substance extrêmement puissante qui agit sur le cerveau. C'est une drogue de synthèse. Voilà. Soyez vigilants à tout ça. Hein. Je n'encourage évidemment pas à l'usage de aucune drogue. Ouais. Comment je pourrais dire ça? Il y a des suffixes qu'on retrouve ou des préfixes qu'on retrouve souvent et qui veulent dire la même chose. Donc oui, parfois il y a des sortes de familles. Et tout ce qui est en on, en all, enfin voilà, c'est des classes chimiques. Après, bon, moi tout ça, je suis pas trop chimiste et tout, mais dès qu'il y a les dérivés qui ressemblent un peu à morphine, endorphine, enfin vous voyez, il y a des choses, ça se ressemble, donc c'est les mêmes classes un peu chimiques, voilà. Donc des fois, vous pouvez essayer d'être vigilant ou d'être curieux en disant « Ah mais tiens, mais ça ressemble à ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien parce que ça s'appelle pareil ?» Bon, des fois, il y a des faux amis, évidemment.
Mais des fois, ouais, des fois, ça se vérifie. Donc la méthamphétamine, c'est une drogue de synthèse qui appartient à la famille des amphétamines. Vous avez déjà entendu parler de ça dans des séries, dans des films, dans des trucs comme ça. Et c'est donc des stimulants du système nerveux, c'est des stimulants du cerveau. C'est pour ça que le cerveau, il est content et que ça devient une addiction et une drogue, parce que ça drogue notre cerveau et il est trop content, de manière synthétique, en fait, voilà. Vive Breaking Bad. Bonjour Breaking Bad. Donc en clair, c'est un boost massif de l'activité du cerveau et du corps, comme si on appuyait sur l'accélérateur et voilà, on a le cerveau qui est un peu qui est à fond, quoi. Ça va agir sur la dopamine, sur la noradrénaline et la sérotonine. Voilà. Donc ça va agir sur le plaisir, la motivation avec la dopamine. Ça va agir donc sur la noradrénaline, on l'a vu, un neurotransmetteur sur notre vigilance. Et la sérotonine sur notre humeur. Et ça va empêcher la recapture. Voilà. En fait, donc ça va la libérer, mais ça va empêcher qu'elle soit réabsorbée. En fait, que ça revienne dans le cycle. Donc on va être baigné. Oh, c'est comme tu prends le cerveau, tu le mets dans un bain, et lui il est là comme ça. Il est comme dans le spa, quoi. Et il reste tout le temps. Il n'a plus envie de sortir de la piscine, quoi. Donc on est dans une sorte d'euphorie, voilà, une sensation de toute puissance, voilà, d'hyperlucidité, de vigilance accrue, on n'est pas fatigué, on n'a plus faim, on est le roi du monde, quoi. Voilà. Donc forcément, c'est fun, hein. Ah, c'est fun, hein. Mais je n'encourage pas du tout. Je n'encourage pas du tout ce genre de consommation. Parce que on n'est pas fait pour être dans cet état-là tout le temps, c'est pas possible. Voilà. Et parce qu'à long terme, on l'a dit, hein, les dégâts vont être énormes. Épuisement des neurones, puisque ça ne s'est jamais recapturé. On n'est pas fait pour être baigné dans ça. Ça épuise. Enfin, c'est pas possible. Donc ça peut entraîner, bizarrement, des dépressions très, très, très intenses. Voilà, des atteintes cardiaques, cérébrales, des problèmes de mémoire, de l'insomnie, parce qu'on est vigilant tout le temps. Enfin, chute de dents. Les dents vont... Voilà. C'est la Met Mouse. Apparemment, c'est connu. Je n'avais jamais entendu ce terme-là. Mais la bouche des gens qui prennent de la méthamphétamine, ils ont les chicots qui se barrent, quoi. Et addiction extrêmement rapide, hein, en quelques prises et c'est fini. On est devenu complètement addict. Donc faites hyper attention à l'usage de toute drogue ou toute substance addictive, quelle qu'elle soit. Voilà, soyez hyper vigilants à ça. Et faites-vous aider si vous avez des soucis avec. Il y a des gens qui sont là pour ça, restez pas tout seul. Voilà. Trop tard. Ah merde. C'est une blague, j'espère. J'espère que c'est une blague. Non, Zéro, pas toi. Pas toi, c'est pas possible. Voilà. Pardon. Alors, petit fun fact. Ah, c'est une blague, merci. C'est bon. Je suis rassurée. Détail intéressant. Alors, la méthamphétamine n'est pas née dans la rue. Elle a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, ok. Pour tenir les soldats éveillés ainsi que les pilotes. Ah oui, des versions plus soft, entre guillemets, comme la dextroamphétamine, ok, existent dans certains traitements médicamenteux de narcolepsie ou du TDAH à des doses infimes. Ok. Ok. Et oui, Jamy. Mais oui. C'est fou, ça. C'est fou, ça. Incroyable. Incroyable. Ah, mais non, mais j'apprends trop de trucs. Merci, Zéro. Merci, Breaking Bad. Merci, Breaking Bad. C'est ouf, ça. Ah, attendez. Bon, là... Purée, on a vu plein de trucs. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore? Je regarde mes notes. Qu'est-ce qu'on s'est pas dit? Qu'est-ce qu'on s'est pas dit? Ah, mais oui. La peur, évidemment, induit plein de réactions involontaires à cause de tout ça. On est baigné d'informations et d'hormones dans tous les sens. Donc, on a nos frissons qui vont se déclencher, on a vu. Mais on a aussi des tremblements. Voilà. Parce que l'adrénaline les décharges d'adrénaline vont induire que nos muscles soient prêts à réagir.
Donc des fois, à cause de ça, ça peut surstimuler, enfin on peut, voilà, on tremble. Tout simplement, la décharge d'adrénaline nous fait trembler. Et on a aussi la voix qui tremble, puisqu'on l'a vu sur d'autres lives, je vous invite à aller les voir. Tous les muscles de la phonation, notamment au niveau du larynx, notre diaphragme aussi, c'est un muscle. Donc en fait, tous nos muscles, ils vont être stimulés et on a la voix qui tremble, on a du mal à respirer parce que, pareil, notre diaphragme, il est hyper, il est au taquet, quoi. Voilà, nos mains tremblent, notre corps tremble, nos muscles sont au taquet. Voilà. Ah, mais oui. Est-ce que, finalement, dans tout ça, est-ce que la peur ne pourrait pas être quand même bénéfique? On l'a dit, il n'y a pas d'émotion négative. Cette peur, elle est là à la base dans un but positif. Alors, comment transformer finalement cette peur en quelque chose de positif aujourd'hui dans notre vie moderne? Voilà. Est-ce que on pourrait pas des fois se dire que c'est juste un signal parmi autre chose, de quelque chose qui va pas, un danger potentiel dans notre vie, quelque chose qu'il faudrait changer, voilà, être attentif à ces signaux d'alerte ancestraux qui sont là dans notre code génétique pour nous protéger. Voilà. C'est ça qui nous incite à dépasser aussi nos peurs, à être aventurier, à être courageux. Il y a ça aussi. Pas rester dans une peur qui paralyse, en fait. Et d'ailleurs, comment ça se fait que la peur peut complètement nous paralyser? Des fois, on l'a dit, on est sidéré par la peur. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est sidéré par la peur? Et comment se sortir du coup de ça? Comment on peut faire? Alors, des fois, la peur est si intense qu'on en est littéralement figé. Ah oui. Alors, qu'est passe ou qu'est pas ça? On ne veut pas bouger. Alors, c'est pas la réalité, mais notre cerveau et notre système décident qu'il y a un coupe-circuit. Ça y est, il n'y a plus personne là-dedans. La sidération, c'est quoi? C'est un état de paralysie réflexe face à une menace perçue comme trop soudaine, trop intense, ça nous déborde complètement. C'est le freeze. On est freeze, quoi, comme ça. Yeah. On est complètement buggé. T'as envie de fuir, t'as envie de crier, mais il se passe que dalle. Nada, que chi. Voilà, c'est la troisième option de la peur. Soit c'est fight, donc combattre, soit c'est flight, c'est fuir, soit c'est freeze. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas une faiblesse, c'est un programme ancestral. Alors, l'amygdale détecte le danger, on est d'accord. Elle active le système autonome, adrénaline, noradrénaline, hein, on est d'accord. Mais parfois la menace est tellement écrasante que le cerveau court-circuite la réponse motrice. L'hypothalamus et le tronc cérébral vont déclencher un état d'inhibition. Les circuits moteurs du mésencéphale et du cortex sont temporairement désactivés. Et là, tu es gelé. Voilà. Corps rigide, respiration suspendue, regard fixe, voilà. De freezing. C'est ça, c'est l'animal dans les phares de voiture, en mode... c'est un peu ça. En mode, on bouge pas, on n'est pas repéré, personne ne me voit, quoi. Sauf que, là, j'ai vu, là. J'ai un petit peu vu, hein. Genre, fais le mort. Les mécanismes de la sidération. On a une chute brutale du tonus musculaire. Une apnée réflexe. Voilà, en fait, tu es en apnée sans même t'en rendre compte. Là, bizarrement, le rythme cardiaque, diminue. Brève activation du système para. Ah, d'accord, c'est nouveau. Vasoconstriction, une peau pâle et froide, un regard fixe. Les muscles oculomoteurs aussi se verrouillent. Hein, on l'avait vu sur d'autres lives aussi, les muscles oculomoteurs. Voilà. Les muscles qui permettent à nos globes oculaires de bouger, eux aussi, ne bougent plus. Donc c'est pour ça qu'on a le regard qui est pétrifié. Là aussi. Voilà.
Donc, des fois, c'est tellement intense que le cerveau, il court-circuite complètement le truc. On n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Alors, comment on transcende tout ça maintenant? Alors, la partie un peu plus philosophique. La peur, c'est une émotion, c'est pas un ennemi. On l'a dit, il n'y a pas d'émotion négative. C'est pas terrible d'employer ce terme. Voilà, il n'y a pas d'émotion négative. Même la tristesse, même la peur, c'est des émotions qui méritent d'être vécues, d'être entendues, d'être comprises. Voilà, c'est juste des émotions qui sont là, émises par notre corps pour qu'on y réagisse. Voilà, le but, c'est pas de rester dans ces émotions, c'est d'y réagir, d'en faire quelque chose. Voilà. Tout simplement. Hop. Donc, la peur biologique, c'est juste un pic, finalement, électrique et chimique, on est d'accord. C'est fait pour, à la base, nous propulser, nous faire aller de l'avant, nous faire fuir, nous faire combattre. Donc, c'est censé, physiologiquement, c'est censé être positif. C'est pour nous amener à quelque chose qui va nous faire survivre. Voilà. En mode, il y a un danger, prépare-toi. On est là pour transcender, en fait, cette peur. Et le but aussi, c'est de nous reconnecter, justement, à notre corps. En vivant cette émotion, il faut s'autoriser à la ressentir et à l'intégrer et pas se couper de nos émotions. Pas les mettre sous le tapis, quoi. C'est ok, il y a quelque chose qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ressent, est-ce que j'ai la gorge serrée, est-ce que j'ai le cœur qui palpite, est-ce que je suis tendue. Voilà, il faut vraiment prendre 2 minutes pour écouter aussi son corps et cette émotion et cette peur. Pour transformer, justement, pour avoir quelque chose de positif, pour sublimer cette émotion qui peut être ressentie, en tout cas, comme désagréable ou négative. Voilà. Essayer de comprendre, c'est quoi? C'est la peur de l'échec, c'est la peur du rejet, c'est la peur du manque, c'est la peur de quoi? C'est essayer dans nos vies modernes, on ne risque plus d'être mangé par qui que ce soit, un dinosaure ou un lion. Voilà, donc c'est quoi la peur? C'est quoi la peur vraiment qu'il y a derrière tout ça? Et quelle est l'alerte? Enfin, sur quoi notre inconscient veut nous alerter? En tout cas, quel est l'élément que notre corps veut faire remonter à notre conscience? C'est ça le truc. Voilà, est-ce que c'est un besoin de sécurité, un besoin d'amour, un besoin de reconnaissance? Voilà. Donc, il y en aurait plein d'autres. Hein. Il y en aurait plein d'autres. Mais, voilà. Pardon. Le but, c'est de moderniser voilà, cette émotion ancestrale. Voilà. Est-ce qu'on a un pic d'adrénaline parce qu'on a peur de parler en public? Évidemment. Donc le corps veut nous préparer à apparaître plus charismatique, potentiellement. Avant de poster un projet, forcément, on a le cœur qui palpite. C'est un moment qui compte. Enfin, vous voyez, le but, c'est de conscientiser un petit peu tout ça et de prendre un peu de recul pour ne pas se laisser submerger complètement par les manifestations physiologiques, en fait. Voilà. Est-ce qu'on a peur avant un changement? Oui, c'est peut-être un changement qui compte, qui a beaucoup d'importance pour nous. C'est un moment où on était désaligné avec quelque chose, où on va se remettre en phase plus avec nous-mêmes, donc ça compte. C'est toujours challengeant, quoi. Voilà. Et comment sortir? En fait, on va reparler de ce stress chronique. En fait, c'est ça aussi maintenant, c'est reparler de ça dans nos vies modernes. Aujourd'hui, c'est triste à dire, mais on va plus décéder de problématiques liées à notre mode de vie moderne, notre alimentation et notre stress chronique, que de pathologies, de virus, de choses comme ça. Donc moi, mon but aussi, c'est d'éveiller un peu les consciences et de rendre l'anatomie et la physiologie concrète dans notre vie quotidienne, dans notre vie moderne. Donc le stress aigu,
c'est censé être bénéfique. Ça nous stimule, ça nous mène vers l'avant aujourd'hui. Parce que heureusement, on vit entre guillemets, faut mettre des gros guillemets, en sécurité par rapport à un mode de vie ancestral. Évidemment, il y a des gens sur cette planète qui ne sont absolument pas en sécurité. J'ai ça en conscience aussi. Mais nous, voilà, dans le pays globalement dans lequel on vit, on est relativement privilégié par rapport à d'autres. Donc le but, c'est de sublimer aussi ce stress-là et de sortir du stress chronique et du mieux qu'on peut. Voilà, c'est toujours à mettre avec des gros guillemets. Chacun a sa réalité, chacun a ses problématiques. Mais voilà, on va essayer de comprendre c'est quoi l'impact du stress chronique pour essayer aussi d'en sortir le plus qu'on peut pour protéger notre corps et notre esprit, voilà, de tout ça. Éviter de s'esquinter la santé avec nos modes de vie modernes. Le stress aigu, c'est donc une alerte ponctuelle, une échéance, une peur, un danger. Le système sympathique est activé, c'est utile, ça protège, voilà, ça prépare notre corps à agir. On est d'accord? C'est ce qu'on a dit depuis le début. Mais le stress chronique, là par contre, ça nous expose à une exposition, c'est le cas de le dire, prolongée à des situations qui sont perçues comme menaçantes. Voilà, l'anxiété, le boulot, les problèmes financiers, familiaux, j'en passe, et des meilleurs. Donc là, l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol sont élevés en permanence, alors que c'est censé être ponctuel. Et c'est là que va se jouer tout le dérèglement, en fait. Là, le corps, il va s'user de manière prématurée. Il n'est pas fait pour être en mode alerte tout le temps. C'est surcharger le moteur, c'est surcharger l'ordinateur, c'est surcharger tout ce que vous voulez. C'est pas fait, on n'est pas fait pour être en sur-régime tout le temps, quoi. C'est pas possible. On va voir donc de nouveau les impacts physiologiques. En fait, sur le cœur, ça va induire de l'hypertension. Regardez autour de vous le nombre de gens qui prennent des traitements contre la tension ou qui font de l'hypertension. C'est énorme. C'est énorme, c'est un truc de fou. Voilà, ça donne des palpitations, des risques évidemment d'infarctus, d'AVC, de problèmes cardiaques, cardiovasculaires. Nombre de gens, rien que ça là, le nombre de personnes qui ont ça, c'est un truc de fou. Donc en diminuant le stress chronique, on pourrait améliorer en fait la santé d'un paquet de gens. Truc de fou. Et on pourrait faire baisser la consommation de plein de médicaments, enfin voilà quoi. Ça va donner plus de rigidité au vaisseau, dû à l'exposition prolongée aux catécholamines. Alors ça aussi, c'est d'autres hormones. Alors, les catécholamines. Pardon. Les catécholamines, c'est un groupe d'hormones et de neurotransmetteurs produits par le système sympathique et les glandes surrénales. Allez, on en revient toujours au même. Les catécholamines, donc, en fait, c'est la grande famille qui regroupe l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Voilà, ça c'est les catécholamines. La triade, adrénaline, noradrénaline, dopamine. Et elles agissent quand on a peur, évidemment. Voilà, c'est ça les catécholamines, c'est la grande famille des hormones adrénaline, noradrénaline, dopamine, sécrétées par les glandes surrénales. Vous aurez entendu ça une fois dans notre vie. Donc l'exposition prolongée à ces hormones-là est délétère. Voilà, ça induit une rigidité des vaisseaux. Donc là encore, plus de problèmes cardiovasculaires. Quand on a des artères et des vaisseaux sanguins qui sont moins souples, forcément ils sont plus amenés à rompre et à faire des AVC et j'en passe et des meilleurs. 2. L'action du stress chronique sur notre système nerveux. Notre système nerveux, il est bombardé en permanence alors que ça ne devrait pas. Épuisement du cortisol, fatigue chronique et troubles du sommeil. Voilà, ça va grignoter nos stocks de cortisol. Et ça va induire une fatigue chronique, des problèmes immunitaires, des problèmes de sommeil. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Ça induit aussi une hyperactivité de notre amygdale avec une anxiété permanente, une hypervigilance permanente.
des réactions amplifiées, de peur amplifiée, on devient parano, on devient stressé, on devient angoissé, il n'y a rien qui va là non plus. Et notre hippocampe diminue en volume. On a plus de difficultés à apprendre, on a moins de mémoire, les apprentissages, pareil, on arrive moins à retenir ce que nous disent nos collègues. Les cours, on a du mal à les imprimer. Enfin, voilà. Donc, le stress chronique, c'est aussi hyper délétère pour notre cerveau. Et nos émotions, notre mémoire, enfin voilà, toutes nos fonctions cognitives vont être altérées. On a notre métabolisme global aussi qui va en être altéré. Glycémie élevée. Oui, on l'a vu que toutes ces hormones, elles induisent un pic de glycémie. Donc, pareil, on a l'hypertension. Donc là, vous voyez voir 1, 2, 3. Vous commencez à me voir venir. Pic de glycémie, ça veut dire quoi? Ça veut dire diabète. Hypertension, il y a plein de gens qui en ont. Diabète, il y a plein de gens qui en ont. Vous voyez déjà le nombre de gens qu'on pourrait épargner en diminuant le stress. Voilà, bon évidemment, il y a des gens qui font de l'hypertension et du diabète pour d'autres raisons que le stress chronique. Hein. Mais si on pouvait déjà épargner une partie des gens, ça ferait plaisir. Voilà, donc soyez moins stressés, vous aurez moins de chances d'être diabétique et moins de chances d'avoir des problèmes cardiaques, enfin cardiovasculaires de manière générale. Le stress chronique induit aussi un stockage de graisse abdominale à cause d'une résistance chronique à l'insuline. Voilà. Donc, le stress chronique, ça va vous faire augmenter votre risque d'être diabétique et d'être en surpoids. Voilà. Et de stocker de la graisse abdominale, d'avoir une bedaine. La bedaine, c'est le pire. C'est la pire graisse qu'on puisse avoir dans le corps humain. Elle va se mettre autour de nos viscères et elle va étouffer nos viscères. Elle va les faire suffoquer dans la graisse. C'est catastrophique. C'est la pire et en plus, c'est la plus dure à perdre. Voilà. Donc, pardon. Le stress chronique, vous voyez, ça va vous faire prendre du poids. Ça va vous faire devenir diabétique. Donc là, on a une triade en plus. Hypertension, génial. Diabète, génial. Surpoids, extra, on adore. Voilà. 4. Système immunitaire. Suppression de la réponse immunitaire. On l'a vu. Quand on est en train de scarapater, c'est pas grave si on a la goutte au nez, on s'en fiche. Hein. Le rhume, on verra ça plus tard. Ce qui compte, c'est de survivre maintenant. Sauf que quand on est dans cet état-là tout le temps, eh bien en fait, on s'occupe jamais de notre système immunitaire, de nos virus, et on a une fragilité tout le temps. Donc, on va choper tout ce qui traîne. On va être malade beaucoup plus fréquemment. On a une inflammation chronique, des douleurs chroniques, de l'inflammation, des maladies auto-immunes. Enfin bref, on a le système immunitaire qui n'est plus capable d'assumer son rôle correctement. 5, si vous vous souvenez bien, on en a parlé. Ben c'est pareil, c'est pas le moment de combattre les virus, et c'est pas le moment de digérer non plus quand on est en situation de stress. Donc, on digère super mal. On va avoir des problèmes digestifs. Le nombre de gens dans votre entourage qui ont des problèmes de digestion, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, le stress peut aussi majorer ça ou induire ce genre de problème. Voilà. Donc, moins d'absorption des nutriments aussi, puisque notre système digestif n'est plus capable d'absorber, de faire son rôle, en fait. On va mal absorber ce qu'on mange. Voilà. Donc, c'est pas cool. On va être un peu, entre guillemets, dénutri. On va être un peu dénutri. Donc, si déjà notre corps fonctionne mal et qu'en plus, il n'arrive pas à absorber ce dont il a besoin, il va encore moins bien fonctionner. Enfin, vous voyez, c'est un cercle vicieux, c'est un cercle sans fin, ce truc. Et ensuite, muscles et squelettes, évidemment. On va avoir un corps qui est en hyper-vigilance, qui est en hyper-sollicitation, tension permanente. Les muscles, ils sont au taquet. Ils sont au taquet tout le temps. Il n'y a pas besoin. Alors qu'il n'y a pas besoin. Voilà, on n'a pas besoin de se barrer en courant. Donc, en fait, on a des tensions complètement inutiles qui vont s'installer dans notre corps. Des douleurs chroniques, des douleurs de dos, de cervicales, des épaules, bref, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Et on a aussi des risques de fractures et d'ostéoporose. Parce que, alors ça c'est un des effets secondaires qui est connu,
La prise de cortisone au long cours, si vous prenez des cachets de cortisone, ça va induire des problèmes d'ostéoporose, en fait. Ça a un rôle sur le métabolisme osseux. Donc le stress chronique, c'est pareil que si vous preniez du cortisol, enfin de la cortisone, pardon. Le cortisol va fragiliser les os. Donc vous avez un risque de fracture qui est accentué, un risque d'ostéoporose qui est accentué aussi. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, je vous dis. Et ça joue aussi d'ailleurs sur la peau et les cheveux. Voilà, sur les fanères, on a plus de risque d'acné, d'eczéma, de chute de cheveux, de vieillissement de la peau accéléré. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Et ne parlons même pas au niveau psychologique. Le stress chronique, ben, ça va induire l'irritabilité, la dépression, l'anxiété chronique, une hypervigilance, de l'impatience. On part au quart de tour. L'irritabilité, vous voyez, enfin voilà, de jamais pouvoir se déconnecter, on est trop sollicité, on n'arrive plus à souffler, on est débordé, voilà, donc limite on est au bord du burn-out, on est en train de péter un boulon, voilà, ça c'est l'impact de la peur et du stress chronique, voilà, trop de cortisol, fatigue, on n'est plus capable de gérer le stress quand on est fatigué, ça sécrète encore plus de cortisol, on est hyper vigilant, on a plein de peurs constantes, on a notre rythme cardiaque, enfin, des tensions. En fait, tout n'est qu'un cercle vicieux, vous voyez. On digère mal, donc on n'a plus de nutriments pour bien fonctionner, donc on fonctionne mal. Donc, voilà. Donc, si vous le pouvez, même si c'est quelques minutes par jour, c'est toujours ça de prix. Voilà. Si vous avez des choses qui vous font du bien, colorier, allez vous promener dans la nature, appeler un ami, j'en sais rien, prendre un thé, aller à la piscine, même 3 fois rien, regardez juste une série, quelque chose, faites-le, voilà, faites-le dès que vous avez n'importe quoi qui vous déstresse, prenez-le parce que le stress chronique fait trop de dégâts dans nos sociétés modernes, ça fait beaucoup trop de dégâts, voilà, ce que je peux vous dire. J'avais une question qui m'était venue en lisant les trucs, mais c'est pas grave. Je suis en train de relire s'il y a quelque chose qui... Bon, c'est pas très grave, ça me reviendra peut-être plus tard ou après. Enfin, voilà. Donc ça, c'est le stress chronique. Voilà, vous savez tout sur la peur. Comment ça se manifeste dans notre corps à l'instant T et surtout dans la durée. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un système de fuite pour survivre, mais on est parfois coincé dans des pièges et dans des engrenages de stress chronique. Et notre code génétique n'est pas fait pour ça. Voilà, on a une vie moderne globalement qui ne respecte pas toujours notre physiologie. Donc pensez-y, prenez soin de vous les amis. Prenez grand soin de vous. Voilà, c'est sur ces belles paroles que le contenu de ce live s'arrête. J'ai fini de vous parler de la peur. Si vous avez des questions, des trucs que vous n'avez pas compris, justement des mots, des trucs que ça vous parle, vous dites c'est quoi ça, est-ce que c'est un lien, surtout dites-le. N'hésitez pas, la rediff va être dispo 15 jours sur la chaîne, ensuite elle sera mise sur YouTube, évidemment. Donc n'hésitez pas aussi les commentaires, s'il y a d'autres vidéos que vous voulez que je fasse, d'autres thèmes, voilà. Si vous avez trouvé aussi ce thème un peu différent, cool, n'hésitez pas à me le dire, comme ça, d'autres moments dans l'année, je pourrais en faire d'autres. Hein. On pourra très bien faire justement le système de la joie, de la récompense aussi par rapport à Noël, j'en sais rien. Des trucs un peu plus sur l'alimentation aussi, hein, avec Maureen, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut imaginer comme ça. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur la chaîne ou enfin, voilà, sur le Discord. Pareil, si vous avez plein d'idées. Je suis preneuse, évidemment. Bien évidemment. Voilà. Et bien écoutez, ça fait combien de temps? 1h50. Ah ben 1h50 de peur. Incroyable. Voilà, je rappelle les références. C'est dans ma bio, dans ma description. Voilà, vous les trouverez en lien. Les 3 bouquins. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Attendez, il faut que je remette mon retour.
C'est mes 3 bouquins fétiches. Voilà, vous avez l'Atlas d'anatomie et son dérivé à colorier, le Néther. Voilà, vous pouvez les acheter avec mon lien Amazon ou dans n'importe quelle librairie que vous voudrez soutenir, évidemment. Voilà, ça, c'est incroyable, ces 2 bouquins. Celui-là, il est topissime. Si vous voulez apprendre plein de trucs, voilà, sur le corps, le cerveau, les muscles, les os, bref, c'est incroyable. Vous avez les explications et les planches à colorier. Voilà. Ça, c'est nos planches qu'on a vues de Néther, mais il n'y a pas d'explication. C'est cool, hein, mais ça peut être complexe si vous n'avez pas l'explication qui va avec. Donc c'est bien si vous faites des études de médecine et tout. Sinon, si vous êtes juste un curieux comme ça c'est top. Ça, c'est top. Le Néther à colorier, incroyable. Et si vous aimez la physiologie, le Marieb, voilà, moi c'est mon ouvrage, il y en a d'autres, hein, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, vous savez tout. Bah là, c'est sur l'oreille, par exemple, comprendre l'équilibre. Vous avez aussi, évidemment, le corps humain, les muscles, tout et tout. Vous avez plein de trucs. Voilà. Et ce qui est bien dans ce livre-là, c'est que vous avez le gros pavé, si vous voulez tout apprendre. Voilà. Et à la fin, vous voyez les cellules, machin, l'ADN. Et en fait, à la fin, je ne sais pas si on va le voir là. Voilà. Vous avez le résumé, en fait. Vous avez l'essentiel de tous les du chapitre. Et ça, c'est cool. Voilà. Et des petites questions de révision. Vous avez des petits des focus sur certaines thématiques. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce livre. Il est hyper complet. Et il y a le meilleur des 2 mondes. Si vous voulez apprendre plein de trucs, il y a. Si vous voulez survoler, il y a aussi. Il y a des photos, des planches, des trucs au microscope. Voilà, c'est trop bien. Voilà, c'est mes 3 ouvrages qui m'accompagnent depuis que j'ai 17 ans. Voilà. Et je m'en sers encore aujourd'hui. Donc, c'est un investissement bien rentabilisé. Eléocha, merci beaucoup, passionnant comme toujours. Oh, mais ça fait plaisir.